Et on va plus loin avec, comme chaque jeudi à mes côtés, François Durper, historien à CY-Cergy, Paris Université. Bonjour François. Bonjour Raphaël. Je rappelle le titre de la bande dessinée dont vous êtes l'auteur, le dernier livre avec Brice Bengono. Voilà, on la voit s'afficher sur cet écran, une bande dessinée d'anticipation. D'anticipation, ça parle de la pandémie et des conséquences de la pandémie sur la culture notamment, sur les écoles à distance, sur les livres. Enfin voilà, ça parle. C'est presque pas de la science-fiction. D'accord, bon, on vous invite à le lire en tout cas. Évidemment, à nos côtés, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour, j'ai pas de livre, je suis désolé. Ça se prépare. Et Joe Biden non plus, il n'a pas de livre, il a Internet avec lui puisqu'il a aujourd'hui lancé son grand sommet pour la démocratie. Autour de lui, pas moins d'une centaine de pays, pour la plupart amis, venus plaider pour des champions démocratiques. Écoutez le président américain défendre son idée. Nous nous trouvons à un point d'inflexion de notre histoire. Les choix que nous faisons maintenant vont fondamentalement déterminer la direction que prendra notre monde dans les décennies à venir. Allons-nous autoriser le recul de nos droits et de la démocratie? Ou allons-nous ensemble avoir une vision et le courage, encore une fois, de guider la marche du progrès humain vers la liberté? Alors, il a le message et puis l'interprétation qu'on peut en faire, les motivations réelles. Si l'on s'en tient d'abord aux motifs avancés pour ce sommet, Gauthier, les démocraties sont en recul. Elles apparaissent parfois moins efficaces que les régimes autoritaires, aux yeux des citoyens du moins, pour répondre aux défis actuels. Les États-Unis eux-mêmes sont réputés être en recul, ce qui est dû essentiellement à la dernière période du mandat de Donald Trump. Donc il y a peut-être de la part de Joe Biden, il l'a dit d'ailleurs, il a dit qu'il était prêt justement à ce qu'on évoque, à battre sa coulpe en quelque sorte, à ce qu'on évoque les problèmes de la démocratie aux États-Unis. Mais d'une manière plus générale, et cela aussi il l'a souligné, c'est l'idée que contre la tentation autoritaire, il faut essayer de faire quelque chose. Alors, c'est compliqué, c'est difficile, parce que la tentation autoritaire repose sur une fausse causalité ou une fausse démonstration. Ce que fait la Chine, elle dit « nous sommes une démocratie efficace ». Comme si, et c'est ça qu'il faut remettre sans doute en perspective, comme si l'efficacité ou la démocratie était mesurable à l'aune du bien-être matériel. Et en tout cas, à l'aune des cas de Covid, on voit clairement qu'un pays, la Chine, a moins de 10 000 cas de Covid et très peu de morts finalement, alors que c'est le pays d'où est partie la pandémie, un pays de plus d'1 milliard d'êtres, mais qui, avec des méthodes autoritaires, semble apporter la preuve qu'il a réussi à juguler la pandémie. Si ce n'est que la méthode autoritaire elle-même jette une ombre sur la manière dont on compte ou décompte ceux qui ont été victimes du virus. Donc là aussi, il y a quelque chose de peu transparent. Mais c'est ça, c'est contre la tentation autoritaire et au fond, et j'en termine là, c'est assumer aussi les errances parfois de la démocratie qui marche comme un crabe et qui va qu'à un quart. Ça, c'est pour la raison, évidemment, avancée par Joe Biden. En fait, répondent ses adversaires, ce sommet est avant tout un objet politique. François Durper, la Russie et la Chine accusent tout simplement le président américain d'exhumer l'esprit de la guerre froide. Alors oui, c'est intéressant de dire ça, mais en même temps, Joe Biden n'invente pas les tensions en Ukraine. Et d'ailleurs, Joe Biden, s'il avait choisi son agenda, l'agenda de Joe Biden, c'est plutôt de se dire, le pivot, il est asiatique, je regarde résolument vers la Chine. Sauf qu'il ne peut pas se tourner vers les enjeux de demain sans que ne soient résolus les enjeux d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire que cette nouvelle guerre froide annoncée avec la Chine, elle ne peut pas faire fi de cette ancienne guerre froide qui est toujours là avec Poutine et avec le régime russe. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que la démocratie et la liberté, plus généralement, sont en danger, sont en tout cas en recul depuis une quinzaine d'années. C'est le constat que font un certain nombre d'associations. On pense notamment à Freedom House, qui a mesuré au niveau de la répression des opposants politiques, au niveau de la brutalité croissante des États, du sexisme, du racisme, quelque chose qui est en poussée. Et il y a deux problèmes. Le premier, c'est probablement un désintérêt des pays démocratiques à faire en quelque sorte du prosélytisme démocratique, parce que après tout, comment on étend la démocratie? On est revenu un peu de l'idée de droit d'ingérence, on est revenu aussi de l'idée qu'on pouvait imposer la démocratie de manière autoritaire. 20 ans d'échec en Afghanistan et le départ d'Afghanistan, crise du prosélytisme démocratique, crise aussi du modèle américain, comme tu le soulignais. Le 6 janvier est passé par là, le 6 janvier 2021. Imaginez le cœur d'une démocratie
245 ans. Et cet envahissement du Congrès, c'est quand même très très important. Comment étendre la démocratie à partir du moment où vous n'êtes pas complètement capable de l'imposer chez vous. Et puis il y a un deuxième enjeu qui est les nouveaux moyens technologiques, les nouveaux moyens de surveillance, une sorte de néo-autoritarisme. On n'a jamais eu autant de moyens de surveiller les citoyens. Les Mussolini, les Hitler n'ont pas imaginé un régime aussi 1984. Il y a eu un gros succès de 1984 l'année dernière, ce texte d'anticipation, parce qu'aujourd'hui, il y a cette capacité de surveillance. Et d'ailleurs, qui ne touche pas que les régimes autoritaires. Il y a en quelque sorte un ver dans le fruit des régimes démocratiques, parce qu'y compris les régimes démocratiques connaissent ces interrogations sur la démocratie. Vous voyez, même autour du pass sanitaire, qui est quelque chose qui pourrait faire consensus, on dit mais qu'est-ce qui peut se mettre derrière ce QR code à un moment donné? Est-ce qu'on ne va pas imaginer d'autres types de passes que sanitaires à partir du moment où l'État est capable de contrôler les citoyens? Donc il y a de vraies questions à se poser, et la force pour Joe Biden, c'est de se dire je réunis 100 pays, donc il y a la force du nombre, et puis il y a un process, je vous réunirai également dans un an pour savoir où on en est. Après, la démocratie, c'est plus facile à dire dans les discours qu'à faire concrètement sur le terrain. On va revenir sur le cas spécifique des États-Unis. Gauthier Rybinski choisit de convier Taïwan et pas la Chine. L'opposé de ce qu'avait fait finalement Emmanuel Macron avec son Forum de Paris pour la paix, on s'en souvient, en 2018, pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. À l'époque, la Russie, on s'en souvient, avait été conviée. Pour fédérer, finalement, faut-il convier les dictatures, quitte à diluer le message, ou faire comme Joe Biden, justement, parce que finalement, ça ne sert à rien de faire du prosélytisme avec des pays qui ne sont pas réceptifs? Alors, deux réponses possibles. La première, c'est la réponse, on va dire, cynique. C'est, pour Joe Biden, l'importance de trouver un club qui permette aux États-Unis de se remettre en avant sur la scène internationale. Et surtout, oui, pourquoi ne pas servir les intérêts des États-Unis si on part du principe que les États-Unis sont vertueux? D'où l'invitation adressée à des pays douteux, je pense à la Pologne pour l'Europe, mais pourquoi pas justement le Brésil, on voit le Brésil, alors, on voit le les Brésil, Philippines. effectivement, les Philippines, etc. L'idée quand même, c'est de se dire que quand les États-Unis ont pensé qu'ils étaient les vainqueurs, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, Fukuyama, c'est la fin du mal, on s'est aperçu que les États-Unis, finalement, quand on veut être dominant, on a besoin d'un adversaire. On a besoin de l'adversité. Si on se prétend dominant et qu'il n'y a personne contre qui se battre, ça ne marche pas. Et donc, en n'invitant pas certains, c'est ceux-là qui vont être les adversaires. Mais d'un autre côté, la deuxième réponse, c'est que vous voyez bien que même la Chine, même la Russie, se prétendent des démocraties. Et que donc là, il y a un enjeu dans la mesure où même pour des régimes qui, normalement, devraient assumer le caractère autocratique de ce qu'ils sont, non. Ils vont vous dire que ce sont des démocraties, malgré tout. Donc là, sur le label démocratie, il y a peut-être quelque chose à jouer en disant, mais venez, et puis on va voir comment ça se passe. Et on va comparer nos démocraties. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale notait dans son rapport annuel un recul inédit pour les démocraties ces 10 dernières années dans des pays comme l'Inde, comme le Brésil, mais aussi comme les États-Unis. Ce sommet, François Durper, c'est en fait un argument politique chez Joe Biden aussi, dans le débat chez lui, aux États-Unis, sur la perte de confiance dans les scrutins, aussi sur le droit de vote des minorités. Exactement, c'est un outil également de politique intérieure à l'adresse des minorités. Et puis c'est aussi, vous vous rappelez, le champ lexical de la Maison-Blanche, c'est la reconstruction. La reconstruction après les années Trump. C'est une manière de reconstruire la démocratie aussi chez soi. Et puis il y a pour Joe Biden la nécessité de trouver une doctrine en politique étrangère. Finalement, c'était assez simple. Donald Trump, dans tous les médias, on pouvait dire c'est America First, ce sont les intérêts américains. Obama, c'était un petit peu moins clair, un peu plus intellectuel. C'était le smart power. On allait gouverner différemment, faire du leadership intelligent. Reagan, c'était très simple. L'Amérique était de retour. Et finalement, pour l'instant, Joe Biden, c'est difficile de lui trouver une doctrine. Alors, ce mot de démocratie, qui apparaît comme un peu désuet après les années Trump, c'est une manière de faire à la fois de la politique étrangère, de parler également aux Européens, à qui ça parle énormément. Et vous avez vu la conférence de presse d'Emmanuel Macron, ça se réchauffe de plus en plus entre les pays. Emmanuel Macron disant « Joe Biden m'a appelé avant et il m'a appelé après le coup de téléphone avec Vladimir Poutine ». Donc ça commence à aller mieux dans la relation avec l'Europe. Et c'est une manière aussi de dire sur la scène intérieure américaine, et notamment auprès du Congrès, je ne suis pas Donald Trump, je suis capable de dialoguer,
de dialoguer en politique intérieure comme en politique extérieure. Ce faisant, il tient un trait sur l'isolationnisme Trump, au point même de revenir aux années Bush, aux néoconservateurs qui prétendaient répandre la liberté et la démocratie à travers le monde. Oui, sauf que probablement qu'il ne le fera pas de la même manière que Bush, avec des interventions militaires. Mais c'est vrai qu'il y a, oui, cette volonté, mais qui, encore une fois, ici on en a souvent discuté, on la prend comme elle est, c'est-à-dire on dit, pourquoi pas admettre la volonté vertueuse d'un Biden par rapport aux droits de l'homme, à la démocratie, même si ça repose sur les intérêts américains. Et encore une fois, c'est, me semble-t-il, se retailler une place sur l'avant-scène internationale que de dire nous sommes vertueux par rapport à la gouvernance, même si, et on l'a vu avec l'Afghanistan, on est parti la queue entre les jambes et puis surtout pendant 20 ans, on n'a pas fait grand-chose pour aller dans ce sens-là. Les États-Unis qui en tout cas ont déjà entraîné derrière eux leurs alliés traditionnels dans le boycott diplomatique des JO de Pékin. Ainsi, ni le Royaume-Uni, ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande, ni le Canada n'enverront leurs représentants aux Jeux. Et la France, pour l'instant, on n'est pas sur cette option si l'on en croit Emmanuel Macron. Moi, je préfère qu'on travaille avec le Comité international olympique. Ensuite, on appréciera l'évolution de la situation en lien avec les autres Européens et avec le CIO. Mais je pense qu'il ne faut pas politiser ce sujet, surtout quand c'est pour prendre des mesures toutes petites et symboliques. Il faut être clair. Soit on dit on fait un boycott complet, on n'envoie pas d'athlètes. Soit on dit on essaie de réengager les choses et d'avoir une action utile. Comme toujours à l'international, je suis plutôt pour faire des choses qui ont un effet utile. Difficile d'y voir clair dans la position française, Gauthier. Jean-Michel Blanquer, ce matin, disait pas question de boycotter. Puis Jean-Yves Le Drian a semblé privilégier une concertation avec les Européens sur cette question, avant qu'à nouveau Emmanuel Macron fasse cette mise au point et n'écarte, semble-t-il, le boycott. Il y a un embarras côté français. Pourquoi on ne suit pas les États-Unis? Alors, pourquoi on ne suit pas les États-Unis? Peut-être parce qu'on est encore dans les séquelles résiduelles de l'affaire des sous-marins. On ne peut pas exclure complètement le fait que quand on s'engage avec les États-Unis, on ne sait pas où on tombe parfois. Qu'il y ait ça, c'est le cas. Qu'il y ait cette gêne qui est à peine maquillée par rapport, vous entendez ça, il ne faut pas politiser le monde sportif. La belle affaire. Tout le monde monopolise ou politise la question. Si ce n'était pas politisé, pourquoi les États se battraient donc à ce point pour obtenir l'organisation des Jeux Olympiques? C'est qu'il y a vraiment un intérêt politique derrière. Alors le problème, évidemment, des Français, c'est de se dire, alors les athlètes, est-ce qu'on les laisse tomber? Il y aurait des solutions. Il n'y a pas uniquement la solution qui consiste à dire on n'y va pas. Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas aller aux Jeux de Pékin et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un athlète français ou un autre remporte une médaille, il est un signe par rapport au régime chinois, par rapport aux Ouïghours. On a bien vu les sportifs américains mettre un genou à terre au football américain. Pourquoi pas ça? Et ça, on n'y pense pas, alors que la chose est éminemment politique et qu'elle est, j'en termine là, profondément verrouillée par des organisations comme le CIO, qui sont des garants d'un certain statu quo politique. Vous jugez comment, vous, François Durper, cette décision américaine de boycotter diplomatiquement ces JO? D'abord, l'action du Congrès en matière de politique étrangère. C'est parti du Congrès et notamment certains sénateurs qui ne sont pas du tout contents, comme Tom Cotton, le célèbre sénateur républicain de l'Arkansas, qui dit quitte à boycotter, il fallait un vrai boycott, pas cette espèce d'ersatz de boycott. Donc ça part du Congrès. En même temps, il y a eu quand même une médiatisation très forte de la disparition de Peng Shugi, qui a été quand même vue sur tous les médias américains. Alors, c'est un petit peu tragique la période, parce que 1 million de Ouïghours dans les camps pèse peu face à la disparition d'une star du tennis. C'est un petit peu dommage, mais enfin c'est comme ça. L'opinion publique américaine s'est sensibilisée sur cette disparition. Le rôle très important de Sarah Hirshland. Sarah Hirshland, c'est la directrice du comité olympique américain, qui a discuté avec Joe Biden et qui a dit c'est inutile un boycott total, parce que l'histoire a montré que le boycott de 1980, vous vous souvenez, les Jeux de Moscou, Carter, les Jeux de Moscou, boycottés. La décision américaine n'avait pas eu d'incidence sur la géopolitique. Mis à part que les Russes avaient boycotté, enfin les Soviétiques avaient boycotté Los Angeles 4 ans plus tard. Plus d'influence en 1984, boycott contre boycott, bon, 2 boycotts, et ce sont des générations d'athlètes qui, en revanche, ont été pénalisés. Dans le sens totalement inverse. Le fait, si vous voulez, de participer aux JO, parce qu'il y a d'autres voix qui disent on va participer aux JO et ça va permettre d'ouvrir ces sociétés. 2008, les Jeux de Pékin, vous rappelez peut-être la petite voix qu'on entendait, le régime va s'ouvrir parce qu'on va participer aux JO. Là non plus, pas d'effet, au contraire, ça a été vraiment pour les
la cérémonie d'ouverture, souvenez-vous-en, en 2008, Pékin avait vraiment mis en avant son régime et son dynamisme économique. Et quand même d'un mot, même si plus spécialiste des États-Unis, c'est vrai que ce vrai faux boycott à la française où on y va pas, on envoie m'arraciner à nous, notre ministre. Alors certes, c'est pas Vladimir Poutine, c'est pas le président français qui ira. C'est un petit peu de l'indépendance aux entournures, de l'indépendance à la petite semaine. Ça rappelle aussi, vous vous rappelez, l'Arabie Saoudite, on va voir Mohamed Ben Salman parce que on est les premiers à le voir, mais on sait que les Américains vont pas être trop fâchés. Voilà, c'est l'indépendance à la française. L'indépendance à la française. Merci François, merci également. Ne pas insulter l'avenir, voilà. Merci à vous aussi Gauthier, c'était On va plus loin.